Bonjour, Vas-y. Pernette. Ok. Alors, ben écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle séquence donc, du séminaire Patrimonialité qui est cette fois-ci organisée en partenariat avec les RIMEL, donc le réseau de recherche interdisciplinaire sur la muséalisation et l'exposition de la littérature et du livre, puisque cette séquence de séminaire qui va s'étendre sur 4 ou 5 mois et probablement prendra un petit rabiot en septembre, donc porte sur les objets tels qu'on les expose dans les expositions relatives à la littérature. L'idée de Camille et d'Anne-Christine a été de monter un programme portant sur à chaque fois un type d'objet très spécifique, manuscrits aujourd'hui, livres, éléments d'art visuel, etc., etc. Vous avez le programme sur le carnet de recherche de patrimonialité et un programme qui est conçu d'une façon intéressante puisqu'elle permet de mettre en dialogue à la fois des universitaires, des académiques et des professionnels du secteur des musées et de l'exposition, chaque séance étant conçue sur le modèle de celle d'aujourd'hui, donc un exposé sur le sujet et puis une discussion avec des professionnels qui est à chaque fois animée par la personne qui a présenté l'exposé et qui donc a fort à faire à chaque fois. Je vous présente maintenant Camille Van Vive, donc, qui est en thèse de doctorat grâce à un financement du FNRS, donc c'est le CNRS local du côté francophone en Belgique, à l'Université libre de Bruxelles sous la direction de Laurence Brognier et de moi-même. C'est une membre active et très active des RIMEL aussi bien que de Patrimonialité. Et donc, elle organise cette séquence du séminaire Patrimonialité en partenariat avec Anne-Christine Royer de l'Université de Reims. Sa thèse de doctorat porte sur, donc c'est un cadre assez particulier puisque elle découvre son corpus au fur et à mesure du temps qui passe, puisque elle a un, un répertoire d'institutions dont elle suit les expositions telles qu'elles sont organisées pendant le temps de sa thèse de doctorat. Donc, elle ne connaît pas encore le corpus qui va lui tomber dessus au cours des prochains mois. Enfin, comme les programmes des expositions des institutions sont quand même connus à l'avance, elle a quand même une petite idée. Mais donc, les institutions en question étant notamment, j'espère que je n'oublie rien. Si j'oublie quelque chose, tu me fais les gros yeux, hein, Camille. Donc, il y a la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque nationale suisse, les archives et musées de la littérature qui sont l'entité qui est l'entité qui l'équivalent pour l'organisation des expositions relatives à la littérature francophone de Belgique. Il y a également l'IMEC, il y a la Bibliotheca Wittokiana à Bruxelles et il y a la Fondation Michalski et la Fondation Bodmer en Suisse romande. J'ai rien oublié? Et la BPI, la Bibliothèque Et la BPI, bien publique sûr. d'information à Paris. Pardon. Voilà, on y est. Voilà, je pense que j'ai tout dit, donc tu vas nous parler de l'exposition des manuscrits. À toi de jouer, Camille. Parfait. Ben alors, je commence par un partage d'écran. Voilà. Voir si ça. David, pourrais-tu me dire c'est bon? Oui, Je parfait. confirme, chez moi c'est bon. Ok, merci. Voilà, j'aimerais ouvrir ce volet du séminaire de patrimonialité avec la mise en exposition, la mise en scène d'un objet particulier capable de susciter beaucoup d'intérêt et d'émotion auprès du public, c'est-à-dire le manuscrit littéraire. Merci encore, David, de ces mots d'introduction. Voilà. Peut-être une rapide mise au point de ce que l'on doit entendre par manuscrit littéraire. Il va sans dire que la terminologie et partant la définition autour de la notion du manuscrit diffère considérablement dans le champ des études littéraires, dans lequel les perspectives historiques et les positions méthodologiques jouent un rôle indéniable face à une hétérogénéité de formats, qu'on pense à des feuillets ou des carnets reliés, de style ou de pratique ou même de genre. Le terme manuscrit ne désigne pas exactement les mêmes objets. Et dans la littérature sur le sujet, on rencontre des termes dont, vous les voici ici, le manuscrit d'écrivain, le manuscrit d'auteur, le manuscrit moderne, le brouillon d'écrivain, l'avant-texte, quoique avec des acceptations différentes,
le manuscrit littéraire, terme auquel je tiens ici, et le manuscrit de travail sont probablement les termes les plus souvent cités et sollicités. Et dans la filière de Louis, figure fondatrice des études génétiques, de nombreux chercheurs et chercheuses conçoivent le manuscrit littéraire toujours en binôme, c'est-à-dire en lien avec son produit final, le livre. Et en effet, la plupart de ces notions insinuent une forme d'inaboutissement de ce type de document, pour lequel le livre, sous sa version imprimée, serait l'horizon. Et dans la préface du catalogue d'exposition unique, monté à la Fondation Martin Bodmer, le commissaire Thierry Davila ouvre la voie à une nouvelle conception des manuscrits qu'il définit ainsi. Des objets qui ont eu, à un moment donné, et selon des procédures diverses, à faire avec la main créatrice d'un artiste, d'un écrivain ou d'un philosophe. C'est une définition qui permet désormais d'inclure des formes particulières de publication, c'est-à-dire des créations autonomes, des œuvres achevées et conçues pour une existence propre. En d'autres termes, ça permet ce prétendu état d'imperfection du manuscrit littéraire ne tient plus selon cette conception. Toutefois, une caractéristique universelle que l'on pourra repérer dans la littérature sur le sujet est l'idée du manuscrit comme trace de la main ou de l'esprit du créateur clairement identifiable, ce qui confère alors cette unicité au document en question. Et dans le cadre de ma présentation aujourd'hui, j'ai opté pour des raisons de cohérence, entre autres, d'analyser principalement l'exposition, la mise en scène de manuscrits modernes, ceux-ci tant sous leur forme aboutie que non aboutie, dans la ligne de pensée ici de Thierry Davila. Ensuite, le livre, le support de savoir littéraire ou autre, par excellence, selon la tradition occidentale, a acquis. J'entends un écho peut-être. Voilà, le livre a acquis un statut quasiment incontestable au sein des musées, des expositions littéraires, au sens où il véhicule une autorité en donnant accès à la version définitive, établie de l'œuvre littéraire. Il est au cœur du concept et de l'expérience de la littérature dans notre société. Et d'un point de vue plus pratique, je cite ici Marie-Clémence Régnier, le caractère tangible et symbolique du livre, sa relative résistance matérielle, ainsi que la lisibilité des caractères imprimés par rapport à d'autres supports, comme le manuscrit, explique sa présence prédominante au sein des espaces d'exposition. Néanmoins, continue-t-elle, le retour sur le devant de la scène de l'auteur depuis le nouveau roman, l'affirmation de la nouvelle critique, assure aux objets évoquant l'auteur, son milieu et son activité une place de choix dans l'exposition littéraire. De nouvelles tendances muséographiques se font remarquer et les grands volumes, les éditions rares, ne monopolisent plus autant les vitrines d'exposition. Il est donc question de savoir si la remise en perspective de cette omniprésence du support livresque conduit à un intérêt ou un regain d'intérêt pour le manuscrit littéraire. Serait-il alors exact d'affirmer que la question du manuscrit a gagné en importance? Voilà la remarque du directeur de la maison de Balzac, Yves Gagneux, ajoute encore une autre dimension à la discussion. Il dit jusqu'aux années 80, la biographie est restée essentielle, mais s'est progressivement recentrée sur l'écriture. La maison de Balzac connaît ensuite une mutation majeure en abandonnant la biographie pour mettre l'accent sur l'œuvre romanesque et en rejetant l'évocation du passé pour insister sur son universalité. Le changement de focale dans ici la maison de Balzac, davantage orienté sur la pratique d'écriture que sur la figure de l'écrivain, conduit-il à une hausse de valeur du manuscrit littéraire, voire même en dehors de ces lieux de mémoire que constituent les maisons d'écrivains? En lisant ces deux extraits suivants, le statut du manuscrit semble toutefois être en négociation. Nathaniel Protas il dit
Scholars and curators in literary museums have recently published widely on the topic, c'est-à-dire le changement du modèle traditionnel des musées littéraires. And installations of major literary museums have led to new strategies for displaying manuscript in a manner that avoids treating them like religious cult objects. De même, Chantoiseau confirme lors du montage de l'exposition Flaubert, le travail scientifique propose d'explorer d'autres directions et de renoncer au sacre du manuscrit, apparu au XIXe siècle et qui caractérise bon nombre de manifestations littéraires pour mieux ouvrir le champ des possibles. Voilà donc, les valeurs attribuées aux manuscrits ont évolué au fil du temps et le propos de ma communication aujourd'hui sera de suivre cette évolution particulière et en voir en quoi elle a contribué à un changement de paradigme dans la conception et la mise en scène de la littérature et du manuscrit littéraire dans l'espace muséal, en lien avec le livre, mais pas seulement. D'un point de vue historique, tout d'abord, l'importance du manuscrit n'a fait qu'augmenter dans les collections patrimoniales. Qui plus est, les conservateurs ont voulu faire exister leur collection au-delà de leur seul usage scientifique et ils ont voulu souligner la valeur patrimoniale protéiforme de ce type de documents d'archives. Et afin de rendre compte de cette pluralité de valeurs attribuées aux manuscrits dans l'espace d'exposition, j'ai considéré le manuscrit comme une unité indissociable entre trois éléments clés composés de premièrement, la figure de l'auteur, c'est-à-dire le nom propre garant du texte, l'œuvre conceptuelle et immatérielle en deuxième lieu, et finalement l'objet matériel, tangible, visuel. Ces trois éléments auxquels viennent s'attacher certaines valeurs et sur lesquels viennent s'ancrer des stratégies de médiation, des stratégies scénographiques, me serviront de grille de lecture ou de guide à travers cette présentation. D'ailleurs, l'inscription dans un de ces trois pôles ne conduit pas automatiquement à une négligence complète des autres pôles. Bien au contraire, les éléments de, disons, cette triade s'entrecoupent et la multiplication peut venir renforcer ou enrichir l'ensemble. Mais afin d'illustrer mon propos, je me suis toutefois tournée vers des cas d'études plutôt révélateurs de chaque pôle. Voilà, cette présentation fait partie d'un travail en cours, bien évidemment, et je serais ravie d'entendre aussi vos retours et vos expériences par rapport à ce type de médiation du manuscrit littéraire. Un dernier élément peut-être encore, parcourir ces trois éléments dans l'ordre mentionné ici n'est pas exempt de signification. À mes yeux, le poids de chaque pôle a évolué au fil du temps et a certainement commencé avec un accent très fort sur la figure de l'auteur et petit à petit s'est tourné vers la fabrique de l'œuvre et je pense voir une ouverture vers la conception du manuscrit en tant qu'objet matériel et esthétique. Voilà. Je commence peut-être par le premier pôle. Un premier pouvoir d'attraction du manuscrit littéraire réside dans sa capacité à susciter la présence de l'écrivain. Une attraction qui remonte au XVIIIe siècle, c'est-à-dire la période connue comme le sacre de l'écrivain, une expression qu'on connaît de Paul Bénichou. La figure de l'écrivain est mise sur le devant de la scène littéraire. Et une conséquence importante de ce culte du génie se manifeste dans une forte consécration de tout ce qui porte la marque de la main du créateur. Ceci induit aussi une reconnaissance de la valeur marchande et symbolique du manuscrit à un tel niveau qu'on parle dorénavant du sacre du manuscrit. Ce qui stimule la collection, la conservation et la valorisation de ce type de documents. Et parlant justement de cette valorisation, l'utilisation des traces
écrite permettant de restituer une âme est particulièrement intéressante dans un contexte muséal puisque toute exposition présente en fait une visualisation de faits absents. Le musée, selon certaines conceptions, est intrinsèquement plein de vide temporels entre le passé évoqué et le présent du visiteur, aussi des vides géographiques entre des lieux éloignés, soit des vides culturels et sociétaux entre certaines visions du monde, voire des groupes de visiteurs. Et voilà comment les commissaires d'exposition ont recours à des stratégies narratives, dont l'emploi d'objets, pour combler ces fossés et raconter des histoires, des narratives convaincantes. Et en ce sens, l'objet manuscrit sert de trait d'union entre son créateur et son contemplateur, c'est-à-dire l'écrivain et le visiteur-lecteur. Le manuscrit est capable de réduire l'écart temporel et spatial entre eux, comme Cauton le souligne ici. A manuscript provides a springboard for the imagination, in ways that a transcript of its words can never do. It can put us into the time and place of its creation and creator. Visitors should be encouraged to spend more time on the manuscript and less time on our words about it. Voilà donc le document traduit dans ce cas une valeur de présence, notion proposée par Nathalie Heinisch, qui, je cite, s'attache à la proximité avec une personne, au sentiment d'une rencontre, d'un contact avec les êtres liés à cet objet. En l'occurrence, la façon dont les supports d'écriture ont été sélectionnés, agencés, conservés, est censé évoquer quelque chose de l'auteur. Les papiers, les carnets sont en quelque sorte dépositaires de l'image de soi d'un auteur. Et il s'agit pour le visiteur de surprendre l'inscription de l'émotion, les conditions d'écriture et la vie sociale et professionnelle de l'auteur dans la matière même, dans le geste d'écriture qui tend à s'effacer une fois que les mots sont retranscrits, voire imprimés. Plus qu'un livre, le manuscrit peut être considéré comme la relique d'un individu célèbre. L'objet manuscrit est alors mis en exposition de façon à évoquer l'écrivain, convoquer son esprit, au point d'acquérir une valeur cultuelle et de se transformer en relique. En ce sens, il partage le statut de beaucoup de documents de correspondance personnelle et d'objets personnels ayant appartenu à des écrivains, raison pour laquelle un certain fétichisme a longtemps dominé le dispositif expographique dans les maisons d'écrivains ou des expositions monographiques traitant la vie et l'œuvre d'un auteur. Je cite encore ici Marie-Clémence Régnier. L'autorité du grand écrivain plus particulièrement, ainsi que le culte qui entoure sa maison, explique le culte qui se dessine autour de ses manuscrits, des objets de son quotidien et de sa bibliothèque tout au long du XIXe siècle. On voit que cette autorité, cet intérêt perdure jusqu'à nos jours. Et vu ce lien intime avec la figure de l'auteur, il est communément accepté que la rencontre avec le manuscrit authentique suscite une émotion profonde auprès du visiteur. Ce que Tina Roppola a dénommé comme perceptual resonance, c'est-à-dire l'idée que l'identification avec la référence à la personne derrière l'expo résonne très bien avec auprès du visiteur, ce qui fait que voilà, le message, ici l'émotion, est transmis plus facilement. Et je prends ici comme exemple l'exposition manuscrit de l'extrême, voilà, organisée par la Bibliothèque nationale de France. Voilà, je vous montre ici un petit extrait, on aura très certainement encore l'occasion d'y revenir lors de la table ronde en deuxième partie.
On voit que l'exposition présentait des billets, des notes comme dépositaires d'émotions non contenues, des sentiments pris sur le vif, comme le dit le texte de présentation. Et on voit que dans cette ambiance, intime, dans une lumière parcimonieuse, un espace, avec éclairage dirigé, voilà, entendait transmettre ses émotions autour de 4 thèmes, c'est-à-dire prison, passion, péril et possession. Voilà. D'ailleurs, les manuscrits littéraires sont souvent devenus indéchiffrables. Les ratures et les gribouillis tachent les pages et prouvent que ces écrits ne sont pas sont pas tous faits pour être relus. Paradoxalement, lisibilité de certains de ces expos déprécie la valeur du génie de l'écrivain, mais rehausse en même temps la valeur d'exposition. Comme Louis Hay le précise également, je le cite, il faut aujourd'hui qu'un manuscrit soit raturé pour atteindre des sommets dont l'auteur n'aurait pas rêvé de son vivant. Il faut qu'il soit brouillon pour que les grandes expositions et les grandes éditions connaissent le plus grand succès. L'ultime exemple peut-être de cette sacralisation du manuscrit de l'écriture réside probablement dans la monstration de la signature de l'écrivain. Ici, cette fétichisation de la main de l'auteur, de la signature authentique, met en honneur la trace matérialisée du corps de l'artiste et vient en presque sorte se substituer au portrait de l'écrivain. Elle est, garante de l'authenticité de l'œuvre et vous voyez ici, même en recopiant, le manuscrit original en tête, ou l'écriture en tout cas en tête des textes de salle, dans l'exposition Marcel Proust organisée par la Bibliothèque nationale de France, on voit que, les scénographes et les commissaires ont tenu à conserver cet aspect, de l'écriture à main, comme si Marcel Proust avait lui-même écrit sur les simèses. Et je me rappelle aussi l'animation numérique au début, de l'exposition, dont j'ai malheureusement pas d'image, mais on voyait une animation, qui donnait l'impression, des corrections, de l'auteur en temps réel. Voilà ce qui est pour la présence de l'auteur, je passe au deuxième pôle, la fabrique de l'œuvre. Voilà, en deuxième lieu, le manuscrit permet de dévoiler les arcanes de la création et sa valeur littéraire peut être mise en avant lors de son exposition. Devenu le signe visible et tangible d'une œuvre conceptuelle, immatérielle, le manuscrit peut être exposé comme témoin ou trace de la création artistique, comme nous le dit Emmanuel Payen également. Une exposition séminale est sans aucun doute la création du Musée de la littérature par Paul Valéry et Julien Quin en 1937, à l'occasion de l'exposition internationale des arts et techniques à Paris. Dans l'introduction du catalogue, Paul Valéry appuie sur l'idée que le manuscrit renferme la part dérobée au public de la création littéraire et il œuvre constamment pour une plus grande représentation du manuscrit au sein de l'exposition, que ce soit sous format le manuscrit original ou avec des agrandissements et des reproductions sur les simèses. Comme le décrit la chercheuse Claire Bustaret, l'exposition visait, je cite, à déplacer le centre de gravité du patrimoine littéraire, auparavant assimilé aux œuvres publiées, vers l'activité d'écriture, en rendant visible le travail de l'écrivain, écriture vive jusqu'alors invisible. Fin de citation. Cette obsession avec le manuscrit original, celle de l'œuvre et son état originel, tel que l'auteur l'a pensé ou voulu, perdure jusqu'à nos jours. Et la plongée dans les strates de l'écriture
a connu de multiples déclinaisons à partir de cette exposition séminale et la question du comment écrire hante diverses expositions littéraires contemporaines. Dans le cadre de mes recherches, les entretiens que j'ai pu mener avec les commissaires d'exposition révèlent très clairement que les commissaires sont très attentifs à cette question du pourquoi, puisque ils remarquent un intérêt grandissant pour cette question du comment écrire. Une exposition permettant peut-être d'illustrer cet effet serait l'exposition La rage d'écrire, montée à l'IMEC, et je cite à cet égard le texte de présentation, car l'exposition, je cite, explore la fabrique, les repentirs comme les fulgurances, les hésitations, les défaites, les humeurs, parce qu'il n'y a pas d'invention sans tâtonnement ni sans errance, parce qu'il n'y a pas de littérature sans rature. De ce fait, l'exposition laisse entrevoir l'attitude de l'écrivain extrêmement personnelle envers l'inspiration et le processus d'écriture. L'un se laisse surprendre par l'inspiration soudaine et note ses pensées à la va-vite. L'autre ne quitte jamais sa maison sans carnet dans la poche et y inscrit ses impressions scrupuleusement. Pour l'un, le choix du support est très réfléchi, à la limite du superstitieux. Pour l'autre, un jet de la pensée se trouve griffonné sur n'importe quel support. Voilà comment cette exposition a essayé de dresser en quelque sorte une typologie de l'écriture et les façons d'écrire. Une tendance qui m'a beaucoup frappée, c'est dans ces expositions littéraires et l'utilisation d'un dispositif expographique qui souligne en fait cette vision téléologique de l'œuvre en question. Un manuscrit serait en ce sens toujours une ébauche qui tend vers la forme définitive, sa forme livresque. Toujours pensé en binôme, le manuscrit s'accompagne très régulièrement d'une version imprimée dans une vitrine ou dans une séquence narrative, invitant le visiteur presque à un jeu de comparaison entre les différentes étapes de l'écriture, comme ici dans l'exemple de l'exposition Colette, écrire, pouvoir écrire, montée à la Fondation Michalski. Une variation sur ce motif serait l'exposition d'une triade de documents, un manuscrit, un tapuscrit et un imprimé, comme par exemple à l'exposition Babioles et Trésors organisée par les archives et musées de la littérature. Chronologiser les apparitions de certaines citations ou de mots significatifs de l'œuvre peut même en venir à établir une ligne de temps. Dans la deuxième salle d'exposition de l'exposition Marcel Proust, la séquence de transformation dans les manuscrits révèle comment la fameuse Madeleine de Proust s'est d'abord contentée de n'être qu'un pain rassis, du simple pain grillé, hésitant ensuite à devenir un très ordinaire biscotte. Le visiteur s'apprête ainsi à dénicher la première apparition du mot dans les documents exposés et à reconstituer le scénario de l'invention d'une œuvre. Invitant à poser un regard téléologique ou pas, les commissaires, en exposant le manuscrit littéraire, souhaitent mettre en exergue la valeur littéraire de telles expos, donc un contenu textuel avant tout. Une tâche ardue tout de même, vu que le visiteur prend généralement que connaissance d'un texte en diagonale. Pour les commissaires, il est donc crucial d'accrocher le regard du visiteur et de focaliser son attention vers un extrait ou le texte en question. Là où il est désormais accepté dans les pratiques curatoriales de sortir le livre, souvent à faible valeur marchande, quand même,
de sortir le livre de la vitrine et de le mettre à la libre disposition du visiteur. Le manuscrit trop fragile et trop unique sort rarement de sa vitrine ou de son encadrement. D'autres stratégies sont alors à envisager. Et pensons en premier lieu à des effets de lumière ou l'isolement d'un manuscrit dans une vitrine qui demande des placements spécifiques du corps du visiteur dans l'espace et donc d'une attention renforcée. Placer un manuscrit en position oblique, un geste similaire à la tenue du livre, est également une stratégie fréquemment adoptée pour renvoyer à la qualité première de texte de ce type d'expo. Voilà comment donc créer des espaces visuellement plus ergonomiques. Quant à la lisibilité, un manuscrit n'est souvent pas très commode à la lecture, on le sait très bien, d'où donc un travail de médiation, voire d'édition est souvent entamé, notamment à travers un travail sur les cartels enrichis ou développés. L'éditorialisation des contenus m'a beaucoup frappée dans 2 expositions que j'ai pu visiter, que j'aimerais ici commenter. Tout d'abord, l'exposition Marcel Proust ici, quand on examine le travail graphique fait sur les cartels, on voit que l'extrait est non seulement retranscrit en signalétique, mais que le profil du document est repris avec indications précises aussi pour guider la lecture d'un fragment particulier. Voilà comment le cartel se prête au découpage, à l'isolement d'un passage remarquable, d'une signature, d'un dessin. Et dans ce type de dispositif, on voit naître une correspondance très étroite entre l'objet exposé et le cartel en question. En ce qui concerne alors la médiation des manuscrits du Petit Prince lors de l'exposition à la rencontre du Petit Prince présentée au Musée des Arts décoratifs à Paris, on voit que les commissaires ont choisi de dédier une salle entière à l'exposition du manuscrit original, puisque conservé à la Morgan Library and Museum à New York, le manuscrit était présenté à Paris pour la première fois. Et tout comme le catalogue de l'exposition, les cartels vont reprendre les citations ou les passages les plus remarquables, accompagnés d'un commentaire explicatif, et ceci en 2 langues, français et en anglais. L'écriture des cartels s'apparente à un réel travail d'édition à part entière, qui alourdit et densifie bien évidemment l'ensemble des textes d'accompagnement. Voilà comment ces cartels, c'est-à-dire en quelque sorte paratexte de l'exposition, assurent non seulement la présentation de l'objet en question, mais également sa réception. Troisième cas de figure, voilà, serait l'idée de présenter le manuscrit littéraire en tant qu'objet matériel, livré à la perception, à la contemplation. Le manuscrit sert autant de support, bribes au texte, que de matériaux artistiques et d'espaces d'expérimentation, et certains dispositifs expographiques tentent de plutôt mettre en valeur ces éléments, qu'il s'agisse de qualité matérielle ou visuelle, jusqu'à neutraliser, voire gommer le contexte historique et intellectuel dans lequel le texte s'inscrit. Pour les commissaires d'une exposition littéraire, il est dans ce cas crucial d'intervenir dans nos modes d'interaction habituels avec ce type de document, puisque, quoiqu'on a souvent des difficultés à lire ces documents, notre œil est naturellement amené à déchiffrer les signes, les caractères écrits, un geste qui ne peut pas être facilement annulé.
Comment détourner alors le regard pour faire ressortir l'image et la matérialité du texte? Certaines stratégies de médiation sont à disposition, mais n'oublions pas que l'institution accueillant une exposition joue déjà un rôle premier dans l'attitude du visiteur et partant dans la réception des objets manuscrits. Un manuscrit ne sera jamais perçu de la même façon dans un musée d'art, au lieu d'art plastique, que dans une bibliothèque ou une archive. Outre ce contexte institutionnel, la séquence narrative dans laquelle l'objet s'inscrit influence grandement notre comportement envers lui. Ainsi, le nivellement au niveau d'autres expos qui relèvent d'une autre catégorie favorise une transformation du statut épistémologique du manuscrit. J'aimerais ici citer 2 cas de figure que j'aimerais illustrer avec quelques exemples. En premier lieu, mettre un manuscrit littéraire à l'alignement d'un ensemble d'objets visuellement parlants, tels que peintures, gravures, affiches, etc., fait que la valeur documentaire est reléguée sur l'arrière-plan en faveur d'une valeur esthétique plus prononcée. Due à son emplacement, mais également à son encadrement, le brouillon est érigé en objet en œuvre d'art digne de notre contemplation. Et ceci soulève la discussion autour de l'exposition verticale et horizontale d'un expo. Le mode de présentation ne revêt pas de normes fixes en termes de scénographie, mais il est possible de voir dans l'exposition verticale des expos une certaine esthétisation à laquelle s'opposerait alors une présentation horizontale associée à celle du livre, plus passive, dans une vitrine fermée qui demande donc ce déplacement du visiteur et donc une attention renforcée de la part du visiteur. Debout et encadré tel un tableau, le manuscrit vertical ici invite à une contemplation d'une certaine distance. Et voilà donc comment les épreuves ici dans l'exposition Marcel Proust sont mises à la même hauteur que certaines peintures, ce qui contraste alors très bien avec les documents mis dans les vitrines et qui fait qu'on érige ces manuscrits comme une œuvre à part entière. Voilà donc une association avec des éléments visuels tels que des tableaux. Quoique l'association d'un manuscrit à des objets 3D semble étrange à première vue, certaines scénographies mettent en avant la dimension, je dirais, sculpturale de certains manuscrits et présentent ces documents de manière assez spectaculaire grâce à un soclage sur mesure et dans des cas extrêmes, comme vous le voyez ici, l'art du soclage aide à disposer des manuscrits hors taille, hors forme, comme les paperoles, voilà, ici, de Marcel Proust, dans des vitrines même à double face. Un autre exemple serait, voilà, la mise en scène de La prose du Transsibérien de Blaise Cendrars et Sonia Delaunay, dans l'exposition éponyme qui s'est tenue à la Fondation Michalski. Voilà, vous voyez ici qu'un socle reprend le pliage accordéon du Leporello et voilà, je vais vous montrer peut-être cette prise de vue pour que vous puissiez voir comment, voilà, le soclage imite en quelque sorte le Leporello. Ces dispositifs témoignent d'une grande prouesse technique, esthétique aussi, car c'est une tâche délicate de manœuvrer ces documents déjà très fragiles. Un dernier exemple, peut-être encore pour clarifier cette dimension sculpturale, je dirais, se présente à l'exposition Singulier
ici monté à l'IMEC, malgré la présentation horizontale des manuscrits, le mode de présentation se rapproche de celui d'une sculpture puisque le visiteur peut contourner les socles qui se présentent quasiment comme des autels pour admirer, pour contempler ces documents. Donc, à côté de ces stratégies, je dirais, d'association à des sculptures ou des éléments plus visuels, je discernerai encore une autre stratégie, c'est-à-dire l'incorporation d'un manuscrit dans une installation artistique. Et j'en reviens encore une fois à cette exposition de Marcel Proust qui était très riche en termes de mise en scène de manuscrits. Vous voyez ici une trentaine de planches pour l'édition de À l'ombre des jeunes filles en fleurs, qui sont pour la première fois physiquement, virtuellement, puisqu'il y a également des facsimilés, réunis dans cette exposition, dans une installation lumineuse, qui met alors littéralement en lumière le processus génétique de l'œuvre, mais bien évidemment, par les effets de lumière, on ne peut pas vraiment lire ces planches d'édition. Voilà, bref, quelques observations autour de, disons, la mise en beauté plutôt que la mise en scène de l'écriture qui débauche alors sur d'autres relations qu'on peut engager avec un document manuscrit. Je permets alors de conclure avec la montée du statut de l'écrivain, mouvement initié au XVIIIe siècle. L'intérêt pour le manuscrit s'est fait ressentir tout d'abord dans les collections privées des auteurs et finalement dans les archives, les bibliothèques littéraires. Avec l'envol des études génétiques, entre autres, pas que, la valeur du manuscrit n'a cessé d'augmenter au point d'entrer dans les espaces d'exposition. Et ce processus de muséalisation du manuscrit littéraire peut, comme on l'a vu, revêtir de formes diverses qui varient en fonction des contextes, des objectifs discursifs de chaque institution, de chaque exposition. Ça souligne le fait que ces objets manuscrits sont aussi des êtres de langage, selon la conception de Jean d'Avalon, dont les usages et la signification évoluent au fil du temps et selon les contextes. Au détour de cette présentation, j'ai pu discerner 3 contextes principaux autour desquels gravitent certains usages et valeurs accordés aux manuscrits. Plus particulièrement, on l'a vu, figure de l'auteur, l'œuvre et l'objet matériel. Retirés de leur contexte natif et de leur fonction originelle, ces objets se voient dotés de valeurs patrimoniales différentes, valeurs de présence, valeurs littéraires, valeurs esthétiques, mais pas que, bien évidemment. Et ces valeurs concourent respectivement alors à une sacralisation de l'auteur, je dirais. Pour l'œuvre, ce serait plutôt une mythification de la création littéraire, et pour l'objet, une esthétisation donc d'un objet textuel. En généralisant quelque peu, si je peux me permettre, certains usages sont plus répandus ou peuvent être corrélés à certains lieux ou catégories d'exposition. Les maisons d'écrivains et les expositions monographiques commémoratives, par exemple, s'attachent plutôt à faire ressortir l'intimité de l'écriture, à dévoiler la personne derrière l'écrit. Tandis que les expositions monographiques sur une œuvre littéraire rehaussent la littérarité de ces documents exposés. En dernier lieu, les musées de beaux-arts ou des expositions littéraires qui explorent les affinités avec les arts plastiques sont plus enclins à promouvoir une approche esthétisante envers l'objet manuscrit. Nous avons aussi commenté quelques stratégies et dispositifs scénographiques dont la variété, la multitude, l'évolution constante sont vraiment frappants et certaines de ces manipulations, que ce soit architecturales, spatiales, sensibles, discursives, opèrent des transformations importantes dans la médiation,
dans la réception de ces manuscrits littéraires. On pourrait dire que le culte de l'écrivain a conduit à un certain moment, à une fétichisation de l'auteur ou du manuscrit que maintes commissaires cherchent maintenant à éviter, comme on l'a vu avec, par exemple, la citation de Chantoiseau autour de l'exposition Flaubert. Également, afin de dépasser le seul usage scientifique ou le regard téléologique porté sur un manuscrit, l'interrogation s'est déplacée de l'écrit vers l'écriture vivante, du produit final vers l'œuvre, disons, en mouvement. En dernier lieu, vu la montée des possibilités dans les techniques scénographiques notamment, les commissaires cherchent également à trouver un équilibre pour ne pas trop spectaculariser ou théâtraliser l'objet en question, pour ne pas éclipser les autres aspects. Voilà, les professionnels tendent vraiment à éviter un langage ou une approche culte de l'objet manuscrit. Ils participent tout de même clairement à la patrimonialisation du manuscrit qui fait partie intégrante de notre patrimoine, au même titre, disons, que l'œuvre dans son état final, le livre. Voilà, je me permets de conclure ici et de vous remercier pour votre attention. Je ne sais pas, peut-être qu'on a encore quelques temps pour quelques questions avant de... Certainement, certainement. Bravo à toi et merci de nous avoir fait parcourir différentes facettes de la manière dont les manuscrits sont mis en œuvre, exposés, mis en valeur aussi. Dans le cadre des expositions, j'imagine qu'il y aura un certain nombre de réactions. Moi, j'ai particulièrement apprécié le fait que tu déploies un ensemble de possibilités et que tu le mettes en perspective au niveau des évolutions qui ont été mises, qui sont mises en œuvre dans le cadre des expositions concrètes. Et j'ai été assez sensible aussi à la manière dont tu ne t'es pas contenté de te focaliser exclusivement sur les manuscrits, mais aussi sur la manière dont ils étaient mis non seulement en scène, mais aussi en rapport avec d'autres objets de façon très concrète et sur les effets que ça avait. Donc voilà, je vous propose, si vous avez des questions, des remarques ou des réactions, de vous y livrer en levant vos petites mains jaunes virtuelles, s'il vous plaît, de façon à ce que je puisse distribuer la parole. Voilà, Anne-Christine, c'est à toi. Oui, merci Camille pour cette présentation, hein. Je reconnais des choses dont on avait pu discuter quand on avait élaboré cet argumentaire. Et c'est vraiment, je suis vraiment très impressionnée par la synthèse que tu as faite là, et j'aime beaucoup la répartition entre l'auteur, l'articulation après avec la fabrique de l'œuvre et puis finalement le manuscrit finalement en tant qu'objet. Et là, on se rapproche d'une dimension plus esthétisante en fait dans les expographies. La question en fait, c'est dans la section sur l'auteur. Il me semble que tu as montré une image de l'exposition Les manuscrits de l'extrême. Alors, je me demandais si justement le fait de porter en titre Les manuscrits de l'extrême, c'était pas déjà le désir de déplacer le curseur des auteurs vers l'objet manuscrit. Et finalement, si on n'était pas plutôt dans cette exposition sur la dernière de tes propositions, en fait. C'est juste un détail. Hein. Non, mais je comprends tout à fait. Moi, j'avais parfois aussi difficulté à trancher entre certains, puisque, bien évidemment, on essaie de convoquer au maximum certaines valeurs et d'approcher le manuscrit de différents points de vue. Je crois que Laurence Lebras aura certainement encore d'autres choses à ajouter sur cette exposition en particulier. Mais je pense que
dans cette exposition, l'objectif ou l'idée de travailler à travers ce pont que permet, ou cet aspect humain, fonctionnait très bien pour alors raconter cette histoire à travers des anecdotes qui mettent en lien, alors, bien évidemment, une approche aussi très, très esthétisante de certains de ces objets, hein. C'est clair, c'est pas seulement l'idée de rendre présent l'écrivain, l'écrivaine en question. Stéphanie, je vois que vous avez une question, que tu as une question, pardon. À toi. Oui, merci David. Bravo Camille, merci pour cette présentation formidable. J'y ai pris beaucoup de plaisir. Dis-moi, tu n'as pas énormément parlé, tu as juste évoqué dans une installation autour des paperoles de Proust la question de l'original et du facsimilé. Or, c'est une question qui évidemment a beaucoup à faire avec la spectacularisation dont tu as parlé, avec l'effet, l'émotion qu'un visiteur est en droit d'éprouver quand il visite une exposition, même si la question du fétichisme, évidemment, est toujours problématique pour nous qui faisons ces expositions, mais pour le visiteur, ça compte énormément. Et je pense qu'on travaille tous, ou une partie d'entre nous, avec les réglementations de nos conservateurs et de nos services de la conservation et de la restauration. Et évidemment, la question se pose, est-ce qu'on atteint les mêmes objectifs que tu as proposé lorsqu'on a une exposition qui serait exclusivement faite de facsimilés? Voilà, oui, merci beaucoup. Merci en tout cas d'être venu, d'être là, et merci pour ta question, puisque en effet, je crois que la parole des experts et des professionnels ici est très, très valable, puisque on se rend parfois pas compte des difficultés de conservation et techniques qui se font quand on veut exposer un manuscrit. Raison pour laquelle j'ai aussi adressé la question aux deux intervenantes. Donc j'aimerais revenir, si tu me permets, sur cette question. Je crois que certaines conditions liées à des règlements internes aux institutions font aussi que certaines approches envers le manuscrit original ou le facsimilé ou la reproduction sont à prendre en compte. Donc, j'aimerais surtout avoir aussi vos approches personnelles là-dessus, puisque je crois que ça varie en fonction des institutions auxquelles on est attaché et bien évidemment nos attitudes personnelles envers l'objet authentique, disons. Merci, donc j'attends volontiers les échanges qu'on aura lors de la discussion. On en rediscutera, je suis. Peut-être juste une deuxième question, si tu permets. Est-ce que tu as rencontré dans tes explorations au gré des différentes institutions que tu as fréquentées, est-ce que tu as rencontré des gens qui trouvaient que des expositions littéraires étaient des objets ennuyeux? Dans la littérature sur le sujet, très certainement. Je crois que les commissaires sont convaincus de l'intérêt de certains manuscrits et que, par exemple, dans les études de réception, c'est intéressant de voir comment les visiteurs s'aperçoivent de ces documents, comment susciter alors l'intérêt auprès du visiteur est une question auquel se heurtent beaucoup de commissaires. Cela dit, des personnes qui ont... les commissaires que j'ai rencontrés m'ont surtout dit d'éviter ce fétichisme et donc parfois ne pas vouloir travailler avec des objets ayant appartenu à des écrivains, plutôt que de ne pas vouloir travailler avec des manuscrits ou des livres. Des remarques aussi concernant les médiations ou les cartels, de ne pas trop dire et de plutôt inviter le visiteur à lire le texte présent ou l'objet
textuel présent dans l'espace. Mais pour l'instant, vu aussi le corpus sur lequel je travaille, peu de commissaires évitent vraiment de montrer ce type de document. Je crois qu'ils cherchent à bien équilibrer, mais qu'ils n'ont pas peur de les montrer. C'est par ailleurs, dans bien des cas, ce qu'il y a de plus précieux. Donc, ce serait quand même, je me mets à la place d'un commissaire, ce serait quand même un peu embêtant de ne pas montrer ce qui précisément a le plus de valeur, et même si ça n'en met pas nécessairement plein la vue, ça dépend un peu des manuscrits, j'imagine. Anne-Christine, tu avais encore une question, et puis Fabien. Oui, en fait, c'était à propos des facsimilés, justement, quand Claire Bustaré parlait du musée de la littérature, là, quand elle a fait l'analyse de l'exposition, elle mettait en avant l'usage de la photographie pour justement focaliser l'attention, enfin, avec les jeux d'agrandissement, de montage, pour attirer l'attention du visiteur sur tel ou tel aspect, sur les signatures de Victor Hugo, notamment, je crois, dans cette exposition, il y avait toute une évolution de la signature de Victor Hugo au travers d'agrandissement de sa signature. Donc c'est vrai que les facsimilés aussi, il y a peut-être tout un tas d'usages particuliers. Par exemple, quand on les placarde au cimès de manière agrandie, ils peuvent servir d'éléments décoratifs. Ben voilà, il y a ça. Je ne sais pas si on peut dire que ça atténue la valeur d'aura du manuscrit. C'est peut-être que ça se situe à un autre endroit. Voilà. C'était une simple remarque, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Juste Vas-y, Stéphanie. Pour facsimiler, je parlais évidemment pas de reproduction, de numérisation. Je parlais vraiment du document présenté comme un faux. Enfin, nous, voilà, c'est juste ça. Hein. Sinon, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous, Maxime. Oui. Fabien, il y a une différence entre les deux. Oui, tout à fait. J'aurais bien, si j'aurais eu le temps, j'aurais bien encore développé un peu plus cette idée de manuscrits en tant qu'élément de décoration. On voit très bien que ça s'utilise et qu'ils sont agrandis de façon assez spectaculaire aussi dans plein d'expositions. Question intéressante aussi à se poser. Fabien, allez-y, je vous en prie. Oui, donc Fabien Dubosson des Archives littéraires suisses. Merci Camille d'abord pour ta présentation très éclairante. Je voulais juste rebondir sur cette question d'aura justement qui vient d'être évoquée à l'instant. Est-ce qu'on peut rabattre finalement la question de l'aura qui relève aussi de l'unicité de l'objet présenté, c'est-à-dire que l'objet représente un moment aussi historique, un moment singulier, qu'il soit créatif ou qu'il soit de l'ordre simplement de l'histoire éditoriale, l'histoire intellectuelle, esthétique, etc. Est-ce qu'on peut rabattre ça simplement sur l'idée de fétichisation de l'auteur? Est-ce que le sac de l'écrivain et l'aura, c'est la même chose? Ou bien est-ce que c'est deux choses différentes? Et est-ce qu'on peut se passer de l'aura? Ça, c'est aussi ma question. Ça rejoint un petit peu ce que disait Stéphanie, mais il me semble que l'aura est quand même une dimension essentielle aussi des expositions littéraires, précisément parce que beaucoup de manuscrits aussi ne sont simplement pas esthétiques ou simplement n'ont pas de valeur, disons, visuelle propre. Pas seulement littéraire à mon avis, mais de tout ce qui est en fait un objet singulier, ça vaut pour la peinture. Oui. Absolument, oui. Et donc pour toi, est-ce que c'est finalement l'aura est simplement un prolongement du sac de l'écrivain, ou bien est-ce qu'on peut distinguer ces deux phénomènes? Est-ce qu'il y aurait là finalement une piste à creuser, plutôt valoriser l'aura que la fétichisation des objets dans le sens voilà, d'un culte de l'écrivain, d'un culte de la main de l'écrivain, etc. Enfin, qu'est-ce que tu en penses? J'ai pas mon idée toute faite là-dessus, mais je suis curieux de t'entendre. Je trouve pas. Merci en tout cas de ta question. Je trouve pas vraiment facile d'y répondre sur l'instant. En effet. Je crois que l'aura de l'écrivain est omniprésent dans certains types de catégories d'exposition. Mais disons que le focus peut se décliner ou s'ancrer sur différents aspects, que ce soit pas forcément la figure de l'auteur qui l'emporte. Je crois. Oui, vas-y. Oui, enfin, si je réfléchis aussi en live, j'ai l'impression que
en fait, il y a vraiment une ligne de partage assez complexe à analyser, mais qu'il serait intéressant d'analyser, je pense, aussi bien pour les acteurs de terrain que les gens qui analysent ce que font les acteurs de terrain. C'est qu'il y a vraiment ligne de partage qui se rejoint parfois entre les spectateurs et ce qu'ils attendent, ce que les concepteurs d'exposition s'imaginent que les spectateurs attendent, ce que eux veulent aussi produire comme je sais pas, prise de position aussi par rapport à des tendances qui sont celles du monde muséal au sens large, et la difficulté de composer avec ce qu'on considère à une certaine époque qu'il convient d'éviter de faire, et qui en même temps, dont on sait que ça peut avoir un intérêt, que ça peut être un ressort de l'attrait de ce type de présentation pour les visiteurs et les visiteuses. Donc, voilà, je me dis toujours, enfin je me dis même de plus en plus que quand une institution et des personnes, des individus dans une institution conçoivent une exposition notamment, ce qu'ils mettent en jeu, c'est pas seulement l'objet de l'exposition, c'est aussi leur propre, leur propre geste d'auteur, parce que quand on est commissaire d'exposition, on a beau dire qu'on se met, et c'est vrai par ailleurs, au service d'une œuvre, on est aussi un auteur, en étant le concepteur de l'exposition. Et donc, on doit se positionner par rapport à des tendances, des attendus, effectifs ou supposés par ailleurs. Hein. Et j'imagine qu'idéalement, enfin, une de mes questions, mais je la poserai pas, c'est plutôt une réflexion, je vais la glisser comme ça, c'est vraiment le fait, et après Bénédicte, j'ai vu que tu avais ta petite main jaune levée, donc je ne t'oublie pas, c'est vraiment voilà, le fait qu'il y a un... Je me demande dans quelle mesure il y a une recherche, et c'est vraiment peut-être la chose que j'attendrais de voir et que j'attends de toi, puisque tu as, Camille, enfin que j'attends de toi, c'est un peu idiot de le dire comme ça, je peux le faire moi-même aussi bien, hein, mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a, enfin dans quelle mesure et comment des concepteurs et conceptrices d'exposition vont essayer de combiner les valeurs, enfin parfois les valeurs de l'un enfin, des différents axes, parce qu'il y a des atouts, il y a des inconvénients à combiner certains, il y a cette espèce de réticence à la fétichisation notamment, tout en sachant que par ailleurs elle est bien là, mais essayer de combiner, d'avoir, pour le dire un peu platement ou vulgairement, avoir le beurre et l'argent du beurre. Et je crois qu'il y a des moyens parfois d'y parvenir en fait. Je trouve que de ce point de vue-là, j'étais, alors pas sceptique, mais un peu perplexe quand j'étais allé voir l'exposition Babioles et trésors des archives et musées de la littérature, puisque là, ils mettent le paquet sur un certain volet fétichisation quand on voit la façon dont l'expo est présentée avant de la voir. C'est-à-dire, ils mettent un objet, et parfois des objets littéralement complètement incongrus, comme le panier des chats de Jacqueline Hartmann, avec encore quelques poils de chat dessus, et des manuscrits où il est question de ces chats, des extraits de livres où il est question de ces chats. Donc, et en même temps, j'étais bien été obligé de constater que ça fonctionnait assez bien, que y aller carrément dans ce qui peut paraître le plus à ne pas faire, et finalement, voilà, fonctionne. Enfin, en tout cas pour moi. Hein. Voilà, bon, bref, je m'arrête là. J'ai interrompu personne quand j'ai commencé à prendre la parole, je ne sais plus. Pardon, je m'y perds parfois. Non? Bon, tant mieux. Bénédicte, à toi. Oui, bonjour. Donc, je remercie Camille pour aussi son effort de clarification, même de la notion de manuscrit, parce que, alors, ça me permet de poser deux questions, puisque l'exposition sur les manuscrits de l'extrême a été évoquée en exemple. Et là, c'est plutôt une question sur le statut justement du scripteur, parce que là, c'était notamment, j'ai le souvenir, il pouvait y avoir des résistants qui avaient écrit des mots juste avant leur exécution. Là, ça pose la question, effectivement, ce n'était pas forcément ni des artistes, ni des auteurs, ni des écrivains. Ce qui était vraiment retenu, c'était l'acte d'écrire dans des conditions
extraordinaire au sens premier du terme. Donc, je pense que là, on n'est pas tout à fait dans la définition du manuscrit tel que tu l'entends. Et une question aussi sur comment traiter, parce que, en fait, toujours en me positionnant, en me référant à ta définition du manuscrit, parce que, c'est en pensant à l'exposition sur Gustave Flaubert, La fabrique de l'œuvre, présentée à Rouen l'année dernière, il y avait tous les dossiers préparatoires à Bouvard et Pécuchet, qui sont bien de la main de l'auteur, mais qui sont en fait des fiches de lecture, puisque Flaubert s'est documenté de manière immense. Hein. Et là, ces dossiers préparatoires étaient présentés dans l'exposition. Donc c'est aussi ça, c'est un type de manuscrit particulier avec une valeur particulière aussi. Oui, voilà. oui. Je ne sais pas comment les traiter, voilà. Effectivement, Merci. l'idée du manuscrit où le concept est très vaste selon les auteurs, selon les pratiques, et donc on voit très bien que certaines acceptations du terme manuscrit valent pour certains et pas pour d'autres. Je crois que voilà, dans ces cas que tu viens de citer, en effet, il y a un flou qui persiste sur ces documents et qu'on peut les convoquer de façon différente aussi dans l'exposition, les fiches de lecture notamment. Je pense aussi à des correspondances qui sont souvent aussi mis ensemble avec des manuscrits plus littéraires concernant l'œuvre. Donc oui, effectivement, il y a différentes acceptations et je pense que c'est important, mais toutefois, ça reste difficile d'arriver à un seul regard sur l'idée de manuscrit. Merci en tout cas pour tes questions plutôt. Laurence, la dernière question avant. Il y a Aurélien qui a aussi une question. Pour les deux dernières questions. Laurence et puis Aurélien. Laurence, allez-y. Oui, pour ma part, c'est peut-être moins une question qu'une remarque. Le risque de toute synthèse, c'est d'être trop réductrice, et je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure concernant l'aura. Oui, à mon sens, il faut clairement distinguer l'aura et la fétichisation. Ce sont deux choses différentes. Il faut distinguer la présentation des différentes étapes de l'écriture d'une œuvre, de la mythification. Il faut distinguer aussi la scénographie de la spectacularisation. C'est-à-dire que ces termes ne sont pas strictement équivalents. Et je crois que c'est vraiment important dans l'analyse des expositions de bien faire la distinction. Merci beaucoup. Aurélien, à toi. Oui, merci Camille pour ton intervention. J'avais juste une question en fait à te poser. Je me demandais si dans le contexte de raréfaction en fait des manuscrits, dans les pratiques d'écriture contemporaine, le fait qu'on ait de plus en plus recours au clavier plutôt qu'au papier, si tu voyais un peu par quoi au fond le manque allait être comblé dans les expositions futures sur les écrivains d'aujourd'hui. Oui, question intéressante aussi. Je crois que la question vient d'être posée dans les archives. Je n'ai pas vu beaucoup d'exemples. Je crois qu'on peut penser à des activités de médiation des écrivains de la part des écrivains même. Je pense ici à Jean-Philippe Toussaint, par exemple, qui conserve alors ses manuscrits sur un site web, et que donc en premier lieu, des espaces numériques sont plutôt accueillent en ce moment ce type d'archives ou de manuscrits, disons. J'ai beaucoup été frappée par
le dispositif à la Bibliothèque nationale suisse sur les processus d'écriture. Je crois que l'exposition s'intitulait simplement l'écriture, où il y avait une animation basée sur des manuscrits qui établissaient en quelque sorte qui faisait une animation, reconstituait en fait le travail fait par l'auteur et retraçait le scénario de l'écriture. De nouveau, donc, une animation numérique, et reste à voir ce qu'on fait alors avec l'idée de reproduction. Est-ce qu'on peut imprimer un fichier Word qu'on a sous forme numérique? Vu l'écart temporel dans les processus de valorisation et de patrimonialisation, on voit que des manuscrits physiques dans les expositions en ce moment, n'empêche qu'on va commencer à se poser la question, je crois, autour de... En tout cas, l'informatique est conservée par certaines institutions, les fichiers, les ordinateurs, etc. Après, montrer un ordinateur, ça n'a pas grand intérêt, précisément parce que c'est un objet reproductible. Alors, est-ce que permettre aux visiteurs, par exemple, de se balader dans... Mais au fond, on n'a pas nécessairement à inventer, nous, en tant que chercheurs, les dispositifs en question. Il faut plutôt voir comment se débrouillent les institutionnels ou comment se débrouilleront les institutions, enfin, les gens des musées avec ça, et comment ils vont faire... pour se dépatouiller de ce qui est quand même un petit peu une peau de banane, quoi, pour le moment, en tout cas. Je ne sais pas si Christophe Murray est là, des archives et musées de la littérature. Je ne le vois pas, mais il sera là la fois prochaine. Voilà, je me rappelle qu'il me racontait lors de la reprise de l'exposition Babioles et Trésors qu'ils avaient ajouté le clavier sur lequel Jean-Philippe Toussaint avait écrit dans l'exposition, et donc ça permettait en fait de remplacer certains objets. Voilà, c'est-à-dire qu'ils avaient recours encore à un objet matériel et physique plutôt qu'à un document numérique. Mais voilà. Alors, je vois que Thomas, vous avez une question. Après, ce sera vraiment la dernière, et après je ferai le père Fouettard parce qu'il faudra qu'on passe à la suite. Non, ce ne sera pas une question, c'est juste un élément de réponse par rapport à la question qui vient d'être posée. Parce qu'ici, on a l'expérience de faire parfois des expositions sur des écrivains pour lesquels il n'y a pas de manuscrit existant. On a fait une exposition enfin, c'était pas notre département, mais c'était des collègues, une exposition sur Baudelaire il y a quelques années. Bon, autant que je me souvienne, l'aspect travail de l'écriture disparaît tout simplement, parce qu'on ne peut pas le montrer, et on aborde d'autres aspects de l'écrivain, son univers, sa vie sociale, que sais-je, mais si on n'a aucun objet matériel pour illustrer cet aspect-là, voilà, on s'en passe. Et je pense que les expositions sur des écrivains actuels qui ne laisseront pas de traces écrites concrètes de leur travail, cet aspect-là ne sera pas illustré, tout simplement. Vous parliez de Baudelaire, parce que l'exposition qui a eu lieu l'année dernière, il y avait quand même des tas de traces manuscrites, ou alors j'ai la berlue? C'était des lettres, mais on n'abordait pas du tout la création des poèmes de Baudelaire, parce qu'on n'a pas de traces de ça. Non, c'est vrai que le document qui a le plus circulé sur les réseaux sociaux, c'était des corrections d'épreuves. Oui, voilà, on a cet aspect-là. Ok. Bien, merci beaucoup. Camille, je te laisse prolonger la suite de la séance en présentant les deux personnes qui vont intervenir maintenant. Voilà, j'aimerais en effet, merci, continuer la discussion et inviter les deux experts en question, Laurence Lebras et Agnès Marcetto, de se joindre à nous dans cette table ronde. Merci en tout cas, je suis heureuse de pouvoir vous accueillir, de vous laisser la parole. Merci d'avoir accepté de partager vos expériences, vos réflexions sur le sujet. Je me permets